Ben et ses hobos. Tout au long de l'hiver 1907-1908, le pays fut secoué par une crise financière. Dans chaque grande ville, des milliers d'ouvriers désœuvrés se trouvèrent plongés dans la misère. Au lieu de se pencher sur les moyens de nourrir les affamés, les autoritaires aggravèrent leurs effroyables conditions en empêchant toute tentative de discussion sur les racines de la crise. Les anarchistes italiens et juifs de Philadelphie organisèrent un meeting sur cette question. Voltairine de Cleyre et Harry Weinberg, éloquents agitateurs yiddish, s'adressèrent à l'Assemblée. Quelqu'un dans la salle émit l'idée de manifester devant l'hôtel de ville pour réclamer du travail. Contre l'avis des orateurs, la foule se précipita dans la rue. À mi-chemin de l'hôtel de ville, la police attaqua et roua de coups les travailleurs. Le lendemain, Voltairine et Weinberg furent arrêtés sous le chef d'inculpation d'incitation à l'émeute et le montant de leur caution fut fixé à 1 500 $ chacun. Pour disperser une grande manifestation de chômeurs à Chicago, la police avait employé des méthodes identiques contre des hommes et des femmes sans défense. Des actes de violence analogues furent commis dans l'ensemble du pays. Dans ces conditions, il était très difficile de faire une tournée qui, de plus, rapportait à peine de quoi couvrir les dépenses. En outre, j'avais attrapé un très mauvais rhume, accompagné d'horribles accès de toux, convulsives. Je poursuivis néanmoins ma route dans l'espoir d'une amélioration une fois arrivé à Chicago. J'avais prévu de rester chez mes chers amis Annie et Jake Lifshitz. Je m'attendais à remporter un grand succès lors des 14 meetings programmés pour moi, car ma réputation était désormais bien établie dans cette ville, et je pouvais compter sur l'aide de nombreux amis. J'appris par les journaux que 2 jours avant mon arrivée, un jeune russe, matraqué par la police pendant la manifestation de chômeurs, s'était rendu au domicile du chef de la police avec l'intention de le tuer. Bien que je ne connusse pas ce garçon, mes meetings furent immédiatement interdits et mon nom associé à l'affaire. En arrivant à Chicago, je fus accueilli non par les amis qui m'avaient invité, mais par 2 autres camarades, l'un d'eux m'étant totalement inconnu. Ils s'empressèrent de m'éloigner de la foule et m'informèrent que la maison des Lifshitz était cernée par des policiers, mais que l'on me conduirait chez le camarade dont je venais de faire la connaissance. Les 2 hommes me conseillèrent de quitter la ville sur le champ, car la police était bien décidée à ne pas me laisser prendre la parole. Je refusai de céder à la pression et de m'enfuir. Je déclarai « Je vais rester à Chicago et faire ce que j'ai à faire dans ce genre de circonstances, lutter pour notre droit de nous faire entendre. » Une fois au domicile de mon hôte, je m'aperçus que sa femme, terrifiée, craignait que les policiers ne découvrissent ma présence. Toute la nuit, elle alla à la fenêtre pour voir s'ils étaient là. Au matin, elle commença à se disputer avec son mari parce qu'il m'avait emmené chez eux. Elle était sûre que j'allais leur attirer des ennuis et qu'ils seraient mis en quarantaine par leurs voisins. J'avais dû prendre une chambre d'hôtel, mais il était évident qu'on ne m'y admettrait pas. Par chance, 2 jeunes russo-américaines vinrent m'offrir l'hospitalité. Je connaissais déjà la doctoresse Becky Yampolsky, avec qui j'avais correspondu. Elle me prévint que son appartement comportait seulement un bureau et un salon, mais qu'elle serait néanmoins heureuse de le partager avec moi. Je m'empressai d'accepter. Chez elle, je rencontrai William Nathanson, un jeune étudiant actif dans le mouvement anarchiste yiddish. Il proposa de m'aider dans tout ce que je pourrais décider d'entreprendre. Son attitude amicale et la sollicitude accueillante de Becky me firent vite oublier la maison de fous à laquelle j'avais échappé. Je me demandai immédiatement des nouvelles du malheureux garçon qui s'appelait Lazarus Affairpour. Qui était-ce et pourquoi s'était-il rendu chez le chef de la police ? On m'informa qu'on savait très peu de choses sur lui. Il ne sortait pas de nos rangs et n'avait appartenu à aucun groupe anarchiste. Sa sœur avait raconté qu'il n'était pas en Amérique depuis longtemps. En Russie, lui et sa famille avaient été victimes du terrible massacre de Kitchinev. Pendant la manifestation des chômeurs de Chicago, il avait été témoin de violences semblables infligées aux ouvriers qui osaient protester contre la misère. Dans un pays libre, il pensait que l'Amérique l'était, il retrouvait la même inhumanité et la même cruauté, mais personne ne savait exactement pourquoi il s'était rendu chez le chef de la police, dont le fils avait tué le garçon presque aussitôt après son entrée dans la maison. Lors de l'enquête, Chippy, le chef de la police, déclara qu'Affairbourg lui avait remis une lettre et avait ensuite tiré sur son fils, logeant une balle dans le corps de ce dernier. Une expertise révéla cependant que le jeune Chippy n'avait subi aucune blessure. Affairbourg avait été tué par une arme de calibre 38, alors que, selon la déposition du chef de la police, le revolver trouvé sur le garçon était un calibre 32. Ces constatations n'empêchèrent pas la police de faire des descentes chez tous les anarchistes connus, de fermer les locaux de nos camarades et de confisquer leur bibliothèque.
La vieille ruse de la police consistant à terroriser les propriétaires excluait toute possibilité d'obtenir une salle pour mes meetings. Chacun de mes pas était surveillé. Dès qu'ils surent que je logeais chez ma jeune amie médecin, des policiers me prirent en filature. Pendant ce temps, les journaux continuaient à publier des histoires invraisemblables sur l'anarchisme, et Emma Goldman, et sur le complot que nous tramions pour faire échec aux forces policières. Washington s'agita. Sargent, le commissaire à l'immigration, déclara ne pas savoir comment Emma Goldman avait réussi à revenir en Amérique après son voyage à Amsterdam. Il reconnut avoir ordonné une enquête pour identifier le fonctionnaire qui n'avait pas obéi à ses ordres de m'empêcher d'entrer dans le pays. Voir un pays puissant remuer ciel et terre pour bâillonner une seule petite femme était tragicomique. Heureusement que je n'étais que modérément bouffi d'orgueil. J'avais presque abandonné tout espoir de prendre la parole à Chicago, lorsque Becky Yampolsky me fit savoir que le docteur Ben L. Reitman nous avait proposé pour nos meetings un magasin inoccupé qu'il utilisait pour les réunions de chômeurs et de hobos. Il avait aussi demandé à me voir pour en discuter. Les reportages publiés sur le défilé des chômeurs de Chicago citaient Reitman comme l'homme qui en avait pris la tête, et qui avait été parmi ceux frappés par la police. J'étais curieuse de le rencontrer. Il arriva dans l'après-midi, personnage exotique, pittoresque, avec un grand chapeau de cow-boy noir, une lavalière et une énorme canne. Il m'accueillit par ces mots. « Voici enfin la petite dame, Emma Goldman. J'ai toujours eu envie de vous connaître. » Il avait une voix grave, douce et pateline. Je répondis que moi aussi je voulais connaître la curieuse personne qui croyait assez à la liberté d'expression pour venir en aide à Emma Goldman. Mon visiteur était grand. Il avait une très belle tête couronnée d'une masse de cheveux noirs bouclés, lesquels, de toute évidence, n'avaient été lavés depuis un certain temps. Ses grands yeux marrons étaient rêveurs, et ses lèvres charnues et ardentes dévoilaient de belles dents quand il souriait. Il avait le physique d'un beau gaillard. Ses mains fines et blanches exerçaient une fascination particulière sur moi. Ses ongles, comme ses cheveux, étaient apparemment en grève contre le savon et la brosse. Je ne pouvais détacher mon regard de ses mains. Un charme étrange semblait émaner d'elle, caressant et excitant. Nous discutâmes du meeting. Le docteur Reitman affirma avoir l'assurance des autorités qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que je prenne la parole à Chicago, mais à elle de trouver une salle. Il était heureux de collaborer avec moi pour les mettre à l'épreuve. Son local avait une capacité de plus de 200 places assises. Le lieu était crasseux, mais ses hobos l'aideraient à le nettoyer. Une fois que j'y aurais tenu mon meeting, il me serait facile d'obtenir toutes les salles que je voudrais. Avec force, enthousiasme et énergie, mon visiteur broda sur le projet de mettre en échec la police grâce à ce rassemblement dans ce qu'il appelait le siège de la Brotherhood Welfare Association. En anglais dans le texte, ça veut dire Association fraternelle d'assistance. Il prit congé au bout de plusieurs heures, me laissant agité et troublé, encore sous le charme de ses mains. Avec l'aide de ses hobos, Reitman nettoya le local, bâtit une estrade et disposa suffisamment de bancs pour 250 personnes. Nos jeunes filles nous préparèrent de petits rideaux pour enjoliver l'endroit et le dérober à la vue des curieux. Tout était prêt pour l'événement, y compris les histoires à sensations publiées dans la presse sur Reitman et Emma Goldman conspirant contre les ordres de la police. L'après-midi du jour prévu pour la réunion, des fonctionnaires de service de l'immobilier et de la sécurité incendie vinrent inspecter le local. Ils interrogèrent le docteur sur le nombre de sièges qu'il estimait pouvoir remplir. Pressentant des problèmes, il y répondit 50. 9, trancha le service de l'immobilier. Pour plus, la sécurité ne peut être assurée, renchérit la sécurité incendie. D'un seul coup, notre meeting fut condamné et la police remporta encore une victoire. Même certains journaux s'émurent de ce nouveau camouflet. L'Inter-Ocean, en anglais dans le texte, m'ouvrit ses colonnes et pendant plusieurs jours, mes articles parurent dans ses pages. Chaque édition atteignait des milliers de lecteurs. J'eus ainsi la possibilité d'exposer à un public nombreux la tragique affaire Averbourg, le rôle joué par le chef de la police et son fils, ainsi que le complot visant à supprimer la liberté d'expression. Enfin, ce fut aussi l'occasion de présenter mes idées, libres de toute censure. Le rédacteur en chef, naturellement, se réserva le droit de faire précéder mes articles de gros titres tapageurs et de dénoncer l'anarchisme dans ses éditoriaux. Mais comme j'écrivais sous ma propre signature, ce que contenait par ailleurs le journal n'affectait en rien ce que j'avais à dire.
L'Inter-Ocean cherchait par tous les moyens à monter un coup, en français dans le texte, contre la police. Ils m'offrirent une voiture pour me permettre de sillonner la ville et de haranguer les foules. Ils feraient venir les journalistes, les photographes avec leurs flashs et fourniraient le nécessaire pour que l'affaire roule, entre guillemets. Je refusais de consentir à un tel numéro de cirque qui n'affirmerait pas mon droit à la liberté d'expression et laisserait s'instaurer une atmosphère vulgaire autour de ce qui était sacré pour moi. L'accès aux salles de réunion étant bloqué, je proposais aux camarades de la tenue d'une soirée-concert au Working Men's Hall, sans que mon nom apparaisse dans les annonces publiques. Je tenterai de me dérober à la vue des chiens de garde et d'entrer dans la salle à l'heure convenue. De notre groupe, seule une poignée de membres fut informée de ce plan. On avait laissé croire aux autres que la soirée avait comme but unique de recueillir des fonds pour notre lutte. Nous partageâmes notre secret avec une seule personne extérieure, Ben Reitman. Certains camarades s'y opposèrent au motif que le docteur, un nouveau venu, n'était pas fiable. Je soutins que l'homme s'était montré généreux en proposant son local et qu'il avait fourni une grande aide en assurant la publicité pour nos actions. On ne pouvait douter de son intérêt. Je ne convainquis pas les opposants, mais les autres camarades acceptèrent de mettre Reitman dans la confidence. Je n'ai pu dormir cette nuit-là. Agité, l'esprit perturbé, je m'interrogeais sur les raisons de ma chaleureuse plaidoirie en faveur d'une personne dont je ne savais quasiment rien. Je n'avais jamais accepté de faire trop facilement confiance aux étrangers. Qu'avait donc cet homme pour que je me fie à lui ? À mon fort intérieur, je dus reconnaître que c'était une intense attirance qu'il exerçait sur moi. Dès l'instant où il était rentré dans le bureau de Yampolsky, il m'avait profondément troublé. Depuis, le fait de passer beaucoup de temps ensemble avait aiguisé l'attrait physique que je ressentais pour lui. J'étais consciente que lui aussi était attiré par moi. Il le manifestait à chaque regard, et un jour, soudain, il m'attrapa pour tenter de m'embrasser. Bien que son audace me déplut, j'avais frissonné au contact de ses mains. Seul avec mes pensées dans la quiétude de la nuit, je sentis grandir en moi une passion pour ce bel animal à l'air sauvage qui avait des mains si fascinantes. Le 17 mars, juste avant l'heure de notre soirée-concert, je réussis à m'esquiver discrètement par la porte arrière de chez Yampolsky, alors que les inspecteurs m'attendaient devant. M'approchant de la salle, je traversai sans encombre les rangs des policiers. À l'intérieur, il y avait beaucoup de monde et de nombreux agents étaient postés sur le long des murs. Le concert avait commencé et quelqu'un jouait un solo de violon. Dans le clair-obscur, j'avançai jusqu'au bord de l'estrade. Quand la musique cessa, Ben Reitman monta à la tribune pour annoncer qu'une amie connue de tous allait prendre la parole. Je me levai aussitôt et commençai à parler. Dès qu'ils entendirent le son de ma voix et les acclamations de la foule, les policiers se précipitèrent. Le commissaire aux commandes m'arracha brutalement de l'estrade et faillit déchirer ma robe. Le désordre éclata immédiatement. Craignant que parmi nos jeunes camarades certains se soient poussés à commettre un acte irréfléchi, je criai « La police est ici pour provoquer un deuxième Haymarket. Ne leur en donnez pas l'occasion, quittez les lieux dans le calme et vous aiderez 1000 fois mieux notre cause. » Le public applaudit et entonnant un chant révolutionnaire, sortit de manière parfaitement ordonnée. Le commissaire, furieux de n'avoir pu me museler entièrement, pesta et jura en me poussant vers la sortie. Quand nous arrivâmes à l'escalier, je refusai de bouger, tant que je n'aurais pas récupéré mon manteau et mon chapeau restés dans la salle. J'étais en train d'attendre, le dos contre le mur, lorsque je vis 2 policiers sortir en traînant Ben Reitman et le pousser jusqu'en bas de l'escalier, puis dans la rue. Il était passé devant moi sans me jeter un regard ni m'adresser de parole. L'effet fut désagréable, mais je pensais qu'il avait feint de ne pas me reconnaître pour tromper les agents. Je me rassurai en me disant qu'il reviendrait certainement chez Yampolsky quand il se serait débarrassé de la police. On me conduisit vers la sortie et ensuite, suivi de policiers, d'inspecteurs, de journalistes et d'une foule immense, jusqu'à la porte de chez Becky Yampolsky. Je trouvai nos camarades déjà installés dans le bureau de Yampolsky, se demandant comment les autorités et les journalistes avaient appris que je serais présente à la soirée. Je sentis qu'ils soupçonnaient Reitman. Malgré mon indignation, je ne dis rien. Je m'attendais à ce qu'il revienne rapidement et s'explique lui-même. Mais la nuit avançait, et le docteur n'apparaissait toujours pas. Les soupçons de mes camarades s'amplifièrent et commencèrent à me gagner. Je tentai d'expliquer. Il a dû être retenu par la police. Becky et Nathanson, toujours fidèles, convinrent que la raison était forcément celle-là. Mais les autres en doutaient. Je passai une nuit horrible, me raccrochant à la confiance que j'avais dans cet homme, mais craignant qu'il fût fautif.
Reitman nous rendit visite le lendemain très tôt. Il expliqua qu'il n'avait pas été arrêté, mais que, après la réunion, pour des motifs précis et importants, il n'avait pu revenir chez Becky. Qui avait averti la presse et les autorités, il n'en avait aucune idée. Je le dévisageai longuement pour essayer de sonder son âme. Quels qu'aient été mes doutes la nuit précédente, ils fondirent immédiatement comme neige au soleil. Il paraissait inconcevable qu'une personne au visage aussi franc soit capable de fourberie ou de mensonges délibérés. Suite à l'action de la police, la plupart des journaux, qui jusque-là avaient poussé les autorités à, entre guillemets, éradiquer l'anarchie, protestèrent alors dans les éditoriaux contre le traitement brutal auquel j'avais été soumise. Quelques-uns estimèrent que si un bain de sang avait été évité, ce n'était pas grâce à la police, mais grâce à la présence d'esprit et au courage d'Emma Goldman. Dans une de ses publications, on peut lire « Le commissaire Mahoney a enfreint les ordres en expulsant Emma Goldman du Working Men's Hall où elle devait donner une conférence. En l'empêchant de parler, la police a été un jouet entre ses mains et a nourri les allégations véhémentes de ses partisans selon lesquelles le droit constitutionnel à la liberté d'expression n'existe pas. » Des jours durant, la presse de Chicago publia des articles et des lettres de protestation émanant d'hommes et de femmes connus. William Dudley Falk y exprima l'indignation qui avait suscité chez lui la répression exercée contre Emma Goldman et contre la liberté d'expression. Le docteur Koo, médecin renommé de Chicago, signa une autre de ces protestations. Le résultat le plus gratifiant fut la position prise par le rabbin Hirsch contre l'action de la police durant notre soirée. Le dimanche suivant, il consacra son prêche à une présentation objective de l'anarchisme. Il souligna entre autres la stupidité des autorités qui essayaient par des méthodes violentes d'éradiquer un idéal ayant comme porte-parole certains des plus nobles esprits du monde. Un événement supplémentaire contribua à cette évolution des attitudes. Une invitation du docteur Koo à venir rencontrer chez lui son frère et d'autres amis qui s'intéressaient au combat pour la liberté d'expression. C'est ainsi que fut créée la Free Speech League, à laquelle adhérèrent certains des plus éminents radicaux de Chicago. La Ligue me recommanda vivement de rester en ville le temps qu'elle réussisse à établir mon droit à la parole. Malheureusement, je ne pus m'y conformer en raison des dates de conférences déjà fixées à Milwaukee et dans d'autres villes de l'Ouest. Il fut convenu que je reviendrai ultérieurement. L'interdiction de mes meetings à Chicago me fit de la publicité d'un bout à l'autre du pays, comme je n'en avais pas connu depuis la tragédie de Buffalo. J'avais visité Milwaukee à plusieurs reprises naguère, mais sans parvenir à susciter un grand intérêt. Désormais, l'assistance dépassait de loin la capacité de nos salles, et nous dûmes refuser l'entrée à beaucoup de monde. Même les socialistes vinrent nombreux, y compris Victor Berger, leur dirigeant. Je l'avais déjà rencontré une fois, et l'avais trouvé aussi intolérant vis-à-vis des idées que j'incarnais que pouvait l'être un socialiste marxiste. Pourtant, il en va même à me féliciter pour la lutte que j'avais menée. La demande de littérature anarchiste augmenta à un rythme plus encourageant. Alors que j'avais toutes les raisons d'être satisfaite des réactions suscitées à Milwaukee et de me réjouir d'être entourée de mes bons camarades, je me sentais au contraire agitée et mécontente. Un désir démesuré s'empara de moi, une soif irrésistible de sentir sur ma peau les mains de cet homme qui m'avait tant attiré à Chicago. Je lui télégraphiai de venir, mais une fois qu'il fut devant moi, je luttai désespérément contre une barrière intérieure que je ne pus ni expliquer ni surmonter. Après avoir terminé les meetings programmés, je repartis pour Chicago avec Reitman. La police n'était plus sur mes traces, et pour la première fois depuis des semaines, je pouvais profiter d'un peu d'intimité, me déplacer librement et parler avec des amis sans crainte de surveillance. Pour célébrer la fin de cette incessante présence des inspecteurs, le docteur m'invita à dîner. Il me parla de lui-même et de sa jeunesse, de son père fortuné qui avait divorcé de sa mère et l'avait laissé dans la misère, l'obligeant à se débrouiller seul avec ses enfants. Le Wanderlust, en allemand dans le texte qui veut dire goût du voyage, du garçon s'était affirmé dès ses 5 ans, l'entraînant en permanence vers les voies ferrées. Il fugua à 11 ans et parcourut les États-Unis et l'Europe à pied, plongeant dans les profondeurs de l'existence humaine, du vice et du crime. Il travailla comme concierge au Chicago Polytechnic, où les professeurs manifestèrent de l'intérêt pour lui. Il se maria à 23 ans et divorça
peu après la naissance de l'enfant issu de cette brève union. Il évoqua sa passion pour sa mère, l'influence qu'avait exercée sur lui un prêcheur baptiste, ainsi que ses nombreuses aventures. Certaines hautes en couleurs et d'autres plus sombres. Tout un ensemble d'éléments ayant contribué à façonner sa vie. J'étais subjugué par cette incarnation vivante du type d'homme que je connaissais seulement par les livres, le type d'homme décrit par Dostoïevski et Gorky. La détresse de ma vie personnelle et les semaines d'épreuves endurées à Chicago semblaient s'évanouir. Je me sentais de nouveau jeune et insouciante, j'avais soif de vie et d'amour, je mourrais d'envie d'être dans les bras de cet homme qui venait d'un monde si différent du mien. Cette nuit-là, chez Yampolsky, je fus happé par le torrent d'une passion élémentaire que je n'aurais jamais soupçonné, un homme capable de faire naître en moi. Je répondis sans pudeur à son appel primitif, à sa beauté nue, à sa joie extatique. Le jour me ramena sur terre et à mes activités en faveur de mon idéal, qui ne tolérait aucun autre, Dieu. La veille de mon départ de Minneapolis pour Winnipeg, quelques amis m'invitèrent au dîner au restaurant. Ben devait nous y retrouver plus tard. Nous formions une joyeuse assemblée qui prenait du bon temps pendant des dernières heures de mon séjour éprouvant à Chicago. Ben arriva peu après, et avec lui, l'ambiance s'anima encore davantage. Non loin se trouvait attablé un groupe d'hommes parmi lesquels je reconnus l'inspecteur Schutler. Sa seule présence me sembla polluer l'atmosphère. Je le vis tout à coup faire un signe en direction de notre table. À ma stupéfaction, Ben se leva et s'approcha de Schutler. Ce dernier l'accueillit d'un jovial « Bonjour Ben !» le faisant s'asseoir familièrement à son côté. Les autres, manifestement des policiers, semblaient tous connaître Ben et être en bons termes avec lui. Colère, dégoût et horreur se confondaient, mes tempes battaient, j'en avais la nausée. Sans bouger, mes amis se regardèrent fixement, et me dévisagèrent, ce qui décupla ma détresse. Ben Reitman, dont l'étreinte m'avait comblé d'un ravissement insensé, en train de copiner avec des policiers. Les mains qui avaient incendié ma chair, côtoyant la brute qui avait failli étrangler Louis Ling et frôlaient l'homme qui m'avait menacé et tyrannisé en 1901. Ben Reitman, champion de la liberté, friand avec le genre de personne qui avait précisément supprimé la liberté d'expression, matraqué les chômeurs et tué le pauvre Haverbourg. Comment pouvait-il être mêlé à eux ? Une idée terrible me vint soudain à l'esprit, et s'il était policier lui-même ? Pendant quelques instants, je restais totalement hébété. J'essayais de me défaire de cette horrible pensée, mais elle s'enracinait toujours plus solidement. Je me souvins de la soirée du 17 mars et de la traîtrise qui avait conduit la police et les journalistes à cette réunion. Était-ce Reitman qui les avait informés ? Serait-ce possible ? Et je m'étais donné à cet homme, moi qui depuis 19 ans combattais les ennemis de la liberté et de la justice. J'avais exulté dans les bras d'un homme qui en était un. Je luttais pour me maîtriser tout en proposant à mes amis de quitter les lieux. Les camarades qui m'accompagnèrent à la gare se montrèrent attentionnés et compréhensifs. Ils parlèrent du bon travail que j'avais accompli et de l'éventualité que je revienne. Je leur étais reconnaissante d'avoir fait preuve de tant de tact, mais je n'avais qu'une envie, que le train m'emporte. Il s'ébranla enfin, et je restai seul avec mes pensées et la tempête dans mon cœur. La nuit n'en finissait pas. Je balançais entre des doutes éprouvants pour les nerfs et la honte de me savoir capable de tendre encore les bras vers Ben. À Milwaukee, je reçus un télégramme dans lequel il me demandait pourquoi j'étais parti si vite. Je ne répondis pas. Un autre télégramme arriva dans l'après-midi. « Je t'aime, je te désire, s'il te plaît, laisse-moi venir. » J'écrivis en retour « Veux pas d'amour d'ami de Schutler. » À Winnipeg, une lettre m'attendait. Folle effusion de passion et supplique pitoyable pour que je le laisse s'expliquer. La préparation des meetings occupait mes journées, pendant lesquelles il m'était donc plus facile de faire preuve de courage et de résister à mon désir pour Ben. Mais la nuit, le conflit se déchaînait. Ma passion désavouait l'homme, mais mon cœur le réclamait à grands cris. Je luttais frénétiquement contre cette attirance. J'essayais de réprimer mon envie irrésistible en me consacrant entièrement à mes conférences. En revenant du Canada,
Je fus retenu à la frontière américaine, obligé par l'inspecteur de l'immigration de descendre du train et interroger quant à mon droit d'entrer aux États-Unis. Ce satrape de Washington avait manifestement étudié les lois anti-anarchistes. Il haletait et suait pour sa promotion plutôt que pour la gloire de l'oncle Sam. Je l'informai que je résidais dans le pays depuis 23 ans, alors que la loi anti-anarchiste ne s'appliquait qu'aux personnes y vivant depuis moins de 3 ans. En outre, j'étais citoyenne américaine par mon mariage. Le fonctionnaire de l'immigration fut à 2 doigts de s'effondrer. Il avait entrevu des médailles se balançant dans l'air, et il ne supportait pas de les voir s'échapper. De retour à Minneapolis, je trouvai encore d'autres lettres, où Ben me suppliait de le laisser revenir. Je résistai un temps, mais finalement, un étrange songe trancha la question. Je rêvais que Ben était penché sur moi, son visage près du mien, ses mains sur ma poitrine. Des flammes jaillissaient de ses doigts et enveloppaient lentement mon corps. Je ne faisais aucun effort pour leur échapper. Je me tendais vers elles, désirant que leur feu me dévore. À mon réveil, mon cœur continua à chuchoter à mon cerveau rebelle qu'une grande passion inspire souvent de nobles pensées et de belles actions. Pourquoi ne pourrais-je pas inspirer Ben, l'emmener avec moi vers le monde de mes idéaux sociaux? Je télégraphiai. Viens. Puis oscillai pendant 12 heures entre doute horrible et désir fou de croire en cet homme. Je me répétais que mon instinct ne pouvait m'abuser au point qu'un bon à rien me paraisse aussi irrésistiblement séduisant. L'explication donnée par Ben de la scène avec Schutler balaya mes doutes. S'il leur était connu, affirma-t-il, ce n'était pas qu'il avait de l'amitié pour cet homme, ou des relations avec les services de police. La raison en était son travail avec les clochards, les hobos et les prostituées, qui l'amenait souvent à rencontrer les autorités. Les exclus se tournaient toujours vers lui quand ils avaient des ennuis. Ils le connaissaient et lui faisaient confiance, et à son tour, il les comprenait mieux que les gens dits respectables. Il était sorti lui-même des bas-fonds de la société et restait solidaire de ceux qu'elle avait laissés derrière lui. Il avait été choisi pour devenir leur porte-parole, et c'était à ce titre qu'il rendait souvent visite à la police pour plaider en leur faveur. « Il n'y a jamais eu autre chose, » implora Ben. « S'il te plaît, crois-moi, et laisse-moi te le prouver. » Quels qu'en fussent les enjeux, il me fallait croire en lui, avec une foi pleine et entière.